Dire que ma dernière vidéo a divisé serait un euphémisme. Non, vraiment, la guerre des consoles, c'est un guêpier, faut que je sorte du contenu un peu plus fédérateur, quelque chose de moins clivant. Un let's play Animal Crossing New Leaf sur 3DS? Non, trop consensuel. Un tuto cuisine pour faire des cupcakes? Les intolérants au gluten vont jamais le digérer. Oh, je sais les enfants! On va parler des relations raciales entre afro-américains et blancs aux États-Unis! Je suis vraiment passionné de l'histoire de ce pays. En même pas 300 ans d'existence, qui n'était à la base qu'un groupe de 13 colonies sur la côte est des États-Unis, s'est transformé en la plus grande superpuissance vers laquelle tous les regards du monde sont braqués. Pour le meilleur, comme pour le pire. Vous avez l'air d'avoir bien aimé ma dernière vidéo qui traitait de politique, alors pourquoi pas retenter l'expérience? Va vraiment falloir que je pense à faire une seconde chaîne à terme. Un sujet sur lequel la France et les États-Unis diffèrent assez fondamentalement est le rapport à la race. Notez d'ailleurs l'emploi de 3 paires de guillemets tellement je sais que je marche sur des œufs. Dans l'Hexagone, les poils se hérissent très vite à l'évocation du concept, alors que c'est plutôt l'inverse outre-Atlantique. Si vous avez été instruit au sein de l'école de la République, il y a de grandes chances que vous ayez appris que la Constitution, dès les premiers mots de son article 1er, précise ceci. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Cette phrase trouve sa source dans un idéal français que l'on appelle l'universalisme républicain. Peu importe qui vous êtes, double ration de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est pour ça qu'il n'existe aux yeux de notre État que 2 groupes, ceux qui sont français et ceux qui ne le sont pas. En vertu du premier article de la Constitution, le fait de recenser des statistiques ethno-raciales, comme le fait par exemple le Royaume-Uni, est encadré par la CNIL, qui accorde au compte-gouttes des autorisations en fonction de qui la demande et dans quel but. Au pays des cow-boys, la situation est éminemment différente, hier comme aujourd'hui. Le pays a tout d'abord connu une longue période d'esclavage qui s'est terminée en 1865 avec l'adoption du 13e amendement. Les États du Sud ont ensuite passé des lois dites Jim Crow, qui restreignaient les droits des Afro-Américains et ont instauré une ségrégation raciale juridique. Elles prennent fin en 1967 avec l'arrêt de la Cour suprême Loving vs Virginia qui autorise les couples noirs et blancs à se marier. Depuis 1790, l'État fédéral organise tous les 10 ans un census qui permet de quantifier sur une base déclarative la composition raciale du pays. C'est une distinction vitale à comprendre. Il ne s'agit pas là de déterminer une origine inscrite biologiquement comme avec les haplogroupes des tests ADN, mais bien d'un concept sociologique, purement d'auto-qualification. Réveillez-vous, c'est vachement intéressant, ok? Putain. Ces catégories raciales sont donc particulièrement prégnantes dans le quotidien des Américains, ce qui fait que le pays est beaucoup plus communautarisé sur cet aspect que la France. Si vous vous intéressez à la politique, a fortiori si vous vous situez ici ou ici sur l'échiquier politique, vous avez peut-être déjà réalisé où j'en arrive. La question de l'identité aux US est centrale, et c'est même imposé comme un thème primordial dans la sphère politique des États-Unis. On parle de identity politics. Tout ce qui modèle l'individu que vous êtes, comme votre foi, votre statut social, votre orientation sexuelle et donc aussi votre race, est susceptible d'être politisé, et donc débattu publiquement. Et là, logiquement, vous en êtes à un stade où vous vous demandez si je vais un jour parler de Us, ou si je vais juste continuer à déblatérer pendant 45 minutes. Le truc, c'est que si vous avez compris ce que j'ai dit jusqu'ici, le plus gros du taf est fait. Jordan Peele est un humoriste américain métis, gardez ça dans un coin de votre tête, c'est important, qui est notamment connu pour sa série à sketch Key & Peele, qui est juste énorme. Sérieux, je vous mettrai un lien dans la description, allez regarder quelques épisodes. I'm sorry, man. That was a weird-ass sneeze I just did right there. God damn it! En 2017, Peele s'est lancé en tant que réalisateur dans un genre qui lui tient particulièrement à cœur, le film d'horreur. Bon, je suis pas franchement une référence en cinéma, presque tout ce que je sais dessus me vient de Karim Debache, mais par contre s'il y a un type de long métrage que je peux regarder sans modération, c'est bien les films d'horreur. Grâce à Get Out, qui raconte l'histoire d'un couple interracial avec Chris qui rencontre pour la première fois les parents de sa copine blanche, Jordan Peele signe son premier succès non seulement critique mais également au box-office. C'est un départ très important car le réalisateur peut être considéré comme le pionnier d'un nouveau sous-genre qu'on pourra appeler Afro-horror. À part Candyman, dont Peele prépare actuellement le remake assez comiquement, les films d'horreur afro-américains sont tous de relative bouse. Dans les années 70, un courant fait son apparition dans le cinéma américain, la Blaxploitation. Hollywood s'est aperçu qu'il y avait un petit billet à faire sur le dos de la communauté afro-américaine et s'est mis dans un élan d'humanisme ô combien louable à faire jouer des acteurs noirs dans ses films, cette fois dans des rôles centraux ou du moins positifs. L'intention peut paraître louable sur le papier, mais comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur Soldat 76, les Américains sont les rois du tokenism, mettre en avant des individus issus des minorités pour encaisser des bons points de diversité. C'est là que les statistiques ethniques rentrent en jeu, on cherche à donner suffisamment de représentation aux minorités. Sauf que Get Out, mais surtout Us, c'est pas ça, c'est diamétralement l'inverse. La grosse controverse par rapport à Us sont les accusations de racisme qui pèsent sur Jordan Peele, mais pas nécessairement sur le film, plutôt en dehors.
Dans une interview donnée au Hollywood Reporter, le réalisateur a annoncé qu'il ne pensait pas donner le rôle principal d'un de ses films à un blanc. Ce genre de déclaration est toujours un peu controversé, parce qu'il suffirait de changer blanc par n'importe quoi d'autre pour que la carrière du mec soit terminée. Je me doute bien que peu de gens en France comprendront sa position, mais personnellement elle ne me dérange pas plus que ça. Si on se donne la peine de lire la suite de la conversation, Peele déclare qu'il veut profiter de sa position de puissance pour donner l'opportunité à des acteurs noirs de jouer dans ses films. Il a conscience que son talent est monnayable et qu'il peut notamment en faire profiter sa communauté. Il rajoute derrière que ce n'est pas dû au fait qu'il n'aime pas les blancs, je vous rappelle que sa propre mère est caucasienne, mais qu'en réalité, la quasi-totalité des films d'horreur font déjà jouer des blancs dans leurs rôles principaux. Dans le film Dear White People, le personnage de Sam donne cette définition du racisme, qui a récemment beaucoup gagné en popularité dans les milieux progressistes nord-américains. Black people can't be racist. Prejudice, yes, but not racist. Racism describes a system of disadvantage based on race. Black people can't be racist since we don't stand to benefit from such a system. Encore une fois, je vous laisse seul juge de ce que le mot racisme signifie, mais est-ce que par exemple Khalid Abdul Mohamed peut être considéré comme raciste? Parce que d'un côté, il appelle en Afrique du Sud au meurtre non seulement des hommes, des femmes, des enfants, mais aussi des bébés blancs. We kill the women, we kill the children, we kill the babies, we kill the blind, we kill the cripple, we kill the crazy, we kill the faggots, we kill the lesbians. I said, God damn it, we kill them all! Et de l'autre, il n'est pas désavantagé par le système parce qu'il n'en bénéficie pas. Il me semble quand même qu'il y a un monde entre ne pas vouloir donner le rôle principal d'un film à un blanc pour des questions d'identité et d'intégrité culturelle, et appeler au génocide pur et simple d'une population. Léger spoiler maintenant, qui ne dépasseront pas le cadre de la bande-annonce et du synopsis de Us et Get Out. Dans le film, une famille traditionnelle qui part en vacances est confrontée à leur double maléfique, ou doppelgangers. C'est très difficile de vous expliquer pourquoi sans révéler des points de l'intrigue fondamentaux qui pourraient vous gâcher l'expérience, mais si les personnages principaux de Us étaient blancs, le film n'aurait aucun sens et perdrait beaucoup de sa saveur. Ça resterait un long métrage horrifique de très bonne facture, car le soin apporté à la réalisation par Jordan Peele est indéniable. Le film a du cachet en tant que tel, mais c'est quand on le regarde à travers une lentille politique qu'il prend tout son sens. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le film n'est pas raciste. Dans Get Out, les blancs sont définitivement montrés comme les méchants, et je pense que Peele y dénonce le racisme ordinaire, des prénotions qui ont été intégrées comme vraies, par exemple les noirs sont bien bâtis, bien membrés, etc. Dans Us, la famille des méchants doppelgangers, qui sont appelés les Tethered, ne sont pas blancs, mais noirs. Pendant mon visionnage, je trouvais étrange que les différences qui séparaient les personnages principaux de leur double pourraient coller à un schéma noir contre blanc, et que Peele a choisi de présenter son film comme ça pour gagner en subtilité. Mais en fait, Us raconte bien plus l'histoire de deux Amériques qui se côtoient mais n'interagissent jamais. C'est une vision classiste de la société qu'il tente de détruire. La division trouverait bien plus sa source dans les disparités économiques et culturelles que dans celle de la race ou de l'ethnie. M'est avis que ce thème 100% marxiste a été retenu car il est beaucoup plus parlant non seulement pour les Afro-Américains qui sont surreprésentés dans la pauvreté, mais également pour les blancs prolétaires. Est-ce que vous saviez que les blancs pauvres, par exemple dans le sud, se font appeler white trash par les bobos new-yorkais? What do you mean you're white trash? Well, I'm just joking No, but about what does that mean? You don't joke about that. What does that mean you're white trash? I grew up in a small town, and Does that I'm make not you white trash? sophisticated. Do you feel you're white trash? Sometimes That's I a do. pretty stinking statement. I was a little. No, but don't you think that's a pretty bad statement about yourself? No, not necessarily. I don't think people take that seriously. It doesn't sound flattering. Do you go around calling yourself white trash? As a Do you joke think I want to sometimes. hire somebody that's white trash? No. I say it as a joke sometimes. And I don't like it as a joke. You know what, Derek? You're fired. Donc, à la lumière de ce dont on vient de parler, non, je pense pas que Jordan Peele soit raciste, pas plus que ses films ne le sont. C'est plutôt un plaidoyer des strates inférieures de la société, quelle que soit leur couleur de peau, qui sont souvent invisibilisées dans le débat national. À mon sens, c'est beaucoup plus un écho à l'espoir d'une société post-raciale qui est plus proche de ce à quoi la France aspire depuis 200 ans, et proposé par MLK dans son discours I Have a Dream, puis par l'élection de Barack Obama en 2008. C'est un vœu pieux, mais la situation aux États-Unis n'est guère meilleure maintenant qu'il y a 10 ans. J'aurais même tendance à dire que ça empire dans les médias. Dans les années 80, personne ne s'insurgeait de voir Lando à l'écran ou James Earl Jones doubler Dark Vador. Mais à la sortie du Réveil de la Force, John Boyega a dû essuyer de nombreux tweets racistes, ne l'accusant de n'être qu'un faire-valoir. De l'autre côté du miroir, à la sortie de Get Out, justement, c'est Samuel L. Jackson qui regrettait que le rôle ait été donné à un Afro-Britannique plutôt qu'à un Afro-Américain. Bref, Us est un excellent film d'horreur et je vous encourage chaudement à aller le voir. Même si vous n'êtes pas trop versé dans la politique, je ne saurais que trop vous conseiller de garder en tête ce que j'ai dit dans cette vidéo pendant votre visionnage. Ça vous donnera quelques pistes pour mieux comprendre l'esthétique du film, son sens et ses thèmes sous-jacents. Il y a des centaines de théories discutées par les fans en ligne, et d'ailleurs Get Out et Us se passent dans le même univers.
J'espère qu'il continuera à étoffer celui-ci avec de bonnes histoires, que les acteurs soient blancs, noirs ou à moitié libanais. Allez, au revoir.